Ok, donc PTI réfractaire de l'adulte, les actualités et les perspectives. Voici mes quelques liens d'intérêt inhérents à l'item PTI. Donc en préambule, la problématique sémantique est réelle puisque dans la littérature actuellement, il n'y a pas de consensus, et ça fait partie des quelques rares choses qui manquent sur la définition d'un PTI réfractaire. J'ai pris le parti de considérer plusieurs situations. La première, c'est à la phase initiale. On peut qualifier de réfractaire un PTI ne répondant pas au traitement de première ligne classique par corticoïdes plus immunoglobuline intraveineuse. C'est une circonstance qu'on voit chez à peu près 10 à 15% au maximum des malades. Historiquement, pour la phase chronique, le caractère réfractaire du PTI était défini par l'absence de réponse à la splénectomie, mais ce critère, compte tenu du moindre recours à la splénectomie, est désormais caduc. Donc on pourrait imaginer qu'un PTI persistant ou chronique réfractaire serait un PTI qui a échoué au rituximab et au moins un ARTPO. Et enfin, on a proposé dans un papier de 2016, dont le premier auteur était Mathieu Maevas, le concept de PTI multiréfractaire, à savoir un patient qui aurait échoué au rituximab, aux 2 ARTPO pris successivement, à la splénectomie et à au moins un immunosuppresseur. Je vais y revenir. Pour ce qui est des PTI nouvellement diagnostiqués qui seraient non répondeurs aux corticoïdes immunoglobuline, la première chose à faire avant d'escalader, c'est de remettre en cause le diagnostic. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans ce tableau que je trouve intéressant, qui distinguait les arguments en faveur d'un PTI sur la colonne du milieu versus les thrombopénies héréditaires ou constitutionnelles sur la colonne de droite, il y a l'item est-ce que le patient répond peu ou prou à un traitement de première ligne du PTI. C'est clair que s'il a une réponse rapide et réelle à des corticoïdes ou des IGIV, c'est un très bon argument a posteriori pour asseoir le mécanisme auto-immun de la thrombopénie. Inversement, il arrive que des thrombopénies constitutionnelles répondent un petit peu à la corticothérapie, mais clairement, si ce n'est pas le cas du tout, il faut se poser la question. Et comme vous le savez, on découvre parfois à l'âge adulte, même dans des âges avancés, des thrombopénies constitutionnelles passées inaperçues. L'autre chose, est bien évidemment, est le fait de s'enquérir d'une numération antérieure normale. Si vous la trouvez, ça exclut le caractère constitutionnel potentiel de la thrombopénie. Donc si on démarre par ces fameux PTI nouvellement diagnostiqués qui ne sont a priori pas des thrombopénies constitutionnelles qu'il faut encore une fois éliminer en première intention et qui résistent à corticoïdes IGIV et qui ont un syndrome hémorragique mettant parfois en jeu le pronostic vital. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire un escalade chez un patient qui a 3 PTCHI. On a tester, comme d'autres et comme nos collègues pédiatres, l'intérêt d'associer dans cette circonstance un ARTPO, en l'occurrence le romipostine par voie sous-cutanée, à dose maximale ou sous-maximale d'emblée à la phase initiale. Donc pour faire court, on avait 30 patients qui ont reçu donc, le cocktail corticoïde IGIV, vinblastine, enfin alcaloïde de la pervenche, qui est un traitement hors AMM qui a fait ses preuves dans ces circonstances, plus romipostine, plus ou moins transfusion de plaquettes bien sûr, qu'on a comparé à une cohorte historique de patients, 22 patients qui, avant l'essor du romipostine, n'avaient reçu que la trithérapie, si je puis dire, sans romipostine. On avait 30 patients qu'on pouvait analyser pour la safety, et parmi ces 30 qui avaient reçu du romupostine, 10 n'avaient pas reçu de vinblastine concomitamment, ce qui revenait à 20 patients en termes d'efficacité pour la full thérapie comparée à la cohorte historique sans romipostine. Ça vient d'être publié dans MJ Hematol. En termes de safety, ce qu'on a vu sur 30 patients, donc il y a eu 2 manifestations thromboemboliques. La combinaison d'un ARTPO à forte dose et d'IGIV est clairement potentiellement un facteur prothrombotique, avec parfois aussi des thrombocytoses réactionnelles, même s'il n'y a pas de corrélation directe entre le taux de plaquettes et la thrombose. Là, il y avait une patiente qui était thrombocytosique. Donc une embolie pulmonaire à J5, du romipostine et un accident ischémique transitoire à J10.
En termes de thrombocytose, qui allait parfois au-delà de 1 million de plaquettes, on a observé ça chez 9 patients sur 30. Ça, encore une fois, c'est probablement l'effet synergique. IgIV, je bloque la destruction, romipostime, je booste la production. Il y a eu un décès observé, mais qui n'avait aucun lien ni avec le traitement, ni avec le PTI. En termes d'efficacité, vous voyez qu'à J7, en termes de réponse complète, on était à 60% dans la totale thérapie avec romipostine versus un peu moins de 30% dans la cohorte historique avec juste la vinblastine en plus des corticoïdes et des IgIV. Et quand on est à J14, en sachant qu'il y a 13 sur 20 patients qui ont été réinjectés à J7 du romipostine, on a un différentiel qui est encore plus probant à 70% de réponse complète versus 17, et même en réponse globale, ça sort. Si on avance maintenant dans l'historique du PTI, donc un patient qui serait réfractaire, non pas à la première ligne, mais à la deuxième ligne, par exemple le rituximab plus ou moins un ARTPO, on a cherché à voir comment on pouvait optimiser les réponses au rituximab en couplant le rituximab au belimumab, qui est un anticorps monoclonal anti-BAF qui a l'AMM dans le lupus systémique. Et ça, notamment sur la base des travaux au laboratoire de Mathieu Maevas, qui est PUPH dans le service, qui avait bien montré que les patients PTI primaires en échec de rituximab, en échec primaire, et qui étaient splénectomisés dans la foulée, que cet échec n'était pas dû à une absence de déplétion avérée dans le tissu splénique et dans le compartiment B, mais plutôt à l'émergence de populations de plasmocytes autoréactifs produisant des anticorps anti-2B3A avec un programme de longue durée de vie, donc des plasmocytes qui n'étaient pas impactés par, on va dire, le ciblage des lymphocytes B et de leurs précurseurs. Et que dans ce milieu de splénocytes et autour de la niche des plasmocytes à longue durée de vie, on voyait des taux de BAF très élevés. D'où l'idée de combiner. Ce qui a été fait lors d'une étude pilote de phase 2 ouverte. Je passe rapidement sur les critères d'inclusion qui sont classiques. La seule chose qu'on rajoutait, c'est qu'il ne fallait pas que les patients soient hypogamma-globulinémiques. Voilà un peu le schéma. Donc, vous aviez 2 injections de Ritux à 1 gramme, intercalées avec 5 injections de belimumab à 10 mg kg et un suivi jusqu'à S52, donc jusqu'à 1 an. Voilà la population des 15 patients qui ont été inclus exclusivement pour des raisons logistiques au centre de référence d'Henri Mondor. Je vais passer rapidement. La durée médiane du PTI, c'était 11 mois. Il y avait des anticorps antiplaquettes dûment identifiés chez 10 patients sur 14 chez lesquels la technique avait pu être faite. Âge médian 50 ans et une prédominance de femmes plus importante qu'attendue dans le PTI. En termes de résultats, donc réponse initiale, 13 patients sur 15 ont répondu. Donc je vous rappelle, c'est non contrôlé, c'est ouvert, mais vous savez que dans la réponse initiale au Rituxol, historiquement, on est plutôt sur du 50 voire 60% dans les meilleurs cas. On avait 86% de réponse globale à S12, dont plus d'une moitié de réponses complètes. Si on se met à 1 an, on était à 10 réponses complètes, 2 réponses partielles. Un des patients qui avait initialement répondu a rechuté au fil du temps, mais tous les autres ont maintenu leur réponse de façon soutenue à 1 an. Donc c'est prometteur et ça nous incite à aller vers une phase 3 qui devrait voir le jour dans le courant de l'année 2021, donc versus rituximab plus belimumab versus rituximab plus placebo de belimumab. En termes de safety, on a eu une baisse des gamma-globulines, vous voyez sur un des schémas en haut à droite, mais on n'a pas eu de complications infectieuses avérées en rapport et aucune hypogamma-globulinémie secondaire profonde inférieure à 4 grammes. Plutôt rassurant. Il y a eu quelques SAE, quelques effets secondaires de gravité faibles, avec des réactions immédiates qui étaient de grade 1. Donc rien de rédhibitoire à ce stade, mais il faut bien sûr rester prudent. En termes d'évolution des anticorps antiplaquettes, vous voyez que la plupart des patients, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui avaient des anti-2B3A au diagnostic à baseline ont négativé et ont répondu. Mais il y a quelques exceptions. Il y a des patients qui ont répondu alors qu'ils n'avaient pas d'auto-anticorps, mais ça c'est vraiment une minorité. Et il y a un patient là qui a une réponse partielle alors qu'il n'a pas négativé ses auto-anticorps. Donc c'est pas tout blanc, tout noir, mais il y a quand même une tendance
suggérant fortement que si vous avez des anticorps dûment identifiés, vous êtes exposé au cocktail rituximab, belimumab. Si vous répondez, dans la majorité des cas, dans la limite des effectifs, vous négativez ces mêmes auto-anticorps. Si maintenant on avance dans la chronologie du PTI et on se décale chez les patients qui ont vraiment un PTI chronique qualifié de multiréfractaire selon les critères qu'on avait définis de façon arbitraire, à savoir un patient qui a échoué. On ne parle plus de première ligne et traitement de rescue. Là, hein. Si le patient répond aux IGIV, c'est possible, mais ce n'est pas un traitement de long cours. Mais un patient qui est en échec de rituximab, de Revolade, de Nplate à dose optimale, de splénectomie et au moins d'un immunosuppresseur, et ou pour la splénectomie en cas de contre-indication avérée à la splénectomie. On avait colligé 37 patients qui correspondaient sur le réseau national centre de référence à cette définition. Donc il y avait deux constatations. La première, c'est qu'on a une surreprésentation des PTI dits secondaires, plus d'un tiers, alors que d'habitude on est plutôt à 20% de formes secondaires dans le PTI de l'adulte, avec soit d'autres maladies auto-immunes systémiques associées, soit une hémopathie sous-jacente, qui peut être une hémopathie lymphoïde de bas grade notamment. Donc ça, c'était la première constatation. Et en termes de réponse thérapeutique, donc c'était observationnel rétrospective, on a vu qu'il y avait un sous-groupe qui avait l'air de s'en sortir mieux que les autres. Hein. La mortalité était élevée chez ces patients hein, qui sont multiréfractaires, à savoir le groupe qui était exposé à un agoniste du récepteur de la thrombopoïétine et à un immunosuppresseur, avec des combinaisons qui pouvaient être variables. L'immunosuppresseur, c'était plus souvent le Celcept. En deuxième position, Limurel, associé donc soit au Revolade, soit au Nplate à dose maximale. Il y avait 10 patients, donc c'est un petit tiers du groupe. Et vous voyez qu'il y avait 7 patients qui ont répondu, alors que ces patients étaient vraiment dans une impasse thérapeutique. Donc c'est la stratégie qu'on adopte actuellement en priorité chez les patients en situation de caractère réfractaire du PTI. On combine les stratégies en associant un immunosuppresseur à un ARTPO à dose maximale. Pour terminer, donc les perspectives, elles sont nombreuses dans le PTI. Il y a beaucoup de molécules en cours de développement. Il y a le fostamatinib qui est plus qu'en cours de développement puisqu'il a déjà l'AMM aux USA. Il y a eu une demande d'AMM en cours avec des discussions de prix à l'EMEA. C'est un inhibiteur de SYK, donc qui est censé inhiber la clairance des plaquettes médiées par les macrophages via la fixation au récepteur FC des IgG, avec des taux de réponse qui sont relativement faibles dans les études phase 3, mais chez des patients qui étaient en échec de plusieurs lignes, et une tolérance qui a l'air, on va dire, médiocre, en tout cas sur le plan intestinal, avec également de l'hypertension. Donc nous, on n'a pas pu participer aux essais, mais on attend que ce médicament sorte pour un peu avoir une expérience sur nos patients, et potentiellement ce traitement aura aussi un intérêt en combinaison avec d'autres stratégies. Les inhibiteurs de BTK classiques tels que l'ibrutinib, qui donc inhibe aussi en partie la phagocytose sur les macrophages, et bien sûr ont un rôle connu et important d'inhibition de l'activité des lymphocytes B, leur capacité notamment à exprimer l'antigène et à produire des auto-anticorps. L'ibrutinib induit une dysfonction plaquettaire qui pose problème dans les patients PTI très symptomatiques en termes de risque hémorragique, mais il y a un nouvel inhibiteur de BTK qui n'a aucun impact sur les fonctions plaquettaires qui s'appelle le risalbrutinib. Il y a une phase 2 qui a été menée à terme avec environ 50% de réponses chez des malades parfois réfractaires à plusieurs lignes. Donc c'est encourageant, c'est par voie orale, et il y a une phase 3 internationale qui va commencer à laquelle la France va participer. Parmi les autres développements dans le PTI, il y a les anticorps, enfin le blocage du récepteur FcRn, qui est un récepteur qui interfère, qui est un récepteur intracellulaire qui interfère sur la recirculation des IgG à la surface et qui module leur durée de vie. En bloquant ce récepteur, schématiquement, vous entraînez une dégradation accrue des IgG et donc vous accélérez leur clairance. Et donc c'est une approche assez originale qui est testée dans des maladies dépendantes des auto-anticorps comme la myasthénie notamment, et également le PTI, avec l'idée que vous avez une clairance accrue, une sorte de plasmaphérèse médicamenteuse des auto-anticorps. Il y a plusieurs médicaments actuellement en développement. Les deux qui sont en tête de gondole en termes de développement, puisqu'ils sont en phase 3, ont tous les deux des noms à coucher dehors, le rosanolixizumab et l'eftargimod, avec globalement des efficacités à court terme de 45-50%.
Donc c'est pas la révolution, ça fait moins que les IGIV, et avec comme pendant attendu une baisse d'environ 50 à 60% du taux d'IgG par rapport à la baseline. Ce sera probablement un traitement intéressant dans la phase, on va dire, PTI persistant intermédiaire dans l'attente d'une rémission spontanée, mais probablement pas en utilisation sur le long terme en raison du risque de voir éventuellement, je mets tout ça entre guillemets, émerger des complications infectieuses du fait à cette hypo-IgG induite. Enfin, donc si on revient sur nos fameux plasmocytes autoréactifs à longue durée de vie qui peuvent soit préexister, soit émerger après un traitement par rituximab, quand celui-ci est un échec, il y a bien sûr une piste tout à fait prometteuse qui est valable dans bon nombre d'autres maladies auto-immunes médiées par les autoanticorps, qui sont les anticorps monoclonaux anti-CD38, au premier rang desquels le daratumumab, puisque là encore, le Velcade peut induire des thrombopénies. Donc bloquer le protéasome avec du bortezomib, ce n'est pas la meilleure façon de traiter un patient qui a un PTI réfractaire. Donc là, vous avez peut-être vu passer ce New England récemment. On arrive à faire des New England avec 2 patients traités. Là, c'était le cas chez des patients lupiques multiréfractaires. Je ne vais pas détailler, mais globalement, après le daratumumab, ils ont eu une réponse spectaculaire et ils ont pu mettre en évidence la déplétion de populations plasmocytaires à longue durée de vie produisant des anticorps anti-ADN. On a traité 4 patients pour l'instant PTI avec des réponses variables, des réponses parfois spectaculairement bonnes. Allô, allô? Chez un ou 2 patients, des réponses médiocres, voire nulles chez d'autres patients, donc qui on est entre multi-réfractaires. Donc pour conclure ce bref panorama, donc sur la première ligne, si un patient échoue, vous présumez qu'il a un PTI, il est symptomatique, il ne répond pas aux corticoïdes, aux IGIV. Bien sûr, le diagnostic différentiel, c'est 1, thrombopénie constitutionnelle, 2, vous vérifiez quand même la moelle si ça n'a pas été fait avant de faire une escalade, et vous pouvez éventuellement rajouter, si le patient est très hémorragique, un ARTPO à dose sous-maximale en première ligne. En deuxième ligne, il y a des stratégies donc, qui visent à améliorer les réponses au rituximab, et notamment la stratégie combinant le rituximab au belimumab. Et puis, chez les patients qui ont déjà échoué à 3-4 lignes, y compris la splénectomie qui garde quand même une place dans le PTI chronique sévère, il faut essayer de combiner les approches en mettant un agoniste du récepteur de la thrombopoïétine et un immunosuppresseur, en tenant au moins 2-3 mois avant de conclure à l'échec s'il n'y a pas de réponse initiale. Et puis, comme vous le voyez, donc j'ai mis ici en bleu pas mal de nouvelles stratégies à l'étude, et notamment le ciblage spécifique des fameuses populations plasmocytaires autoréactives avec les anti-CD38. Donc là, les internistes et aussi les hématologues, mais tirent un profit majeur des progrès notables de nos collègues hémato-oncologues, notamment dans le domaine du myélome. Je vous remercie de votre attention.